Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de cette édition, Arnaud Montebourg sur la trace du Made in Languedoc-Roussillon. Le ministre du redressement productif était notamment à Émargues chez le fabricant de sous-vêtements Éminence. Trop cher et pas assez mûr, sur les étals, les fruits et légumes n'ont pas beaucoup de succès en ce moment. Clients et commerçants font grise mine. Et puis une course à pied et en fauteuil, c'est le défi lancé par l'association Courir pour Sarah, la fillette handicapée qui a pris le départ de l'épreuve au pied du pont du Gard. Et puis on commémore cette année l'arrestation et la mort de Jean Moulin à Béziers où il est né. Plusieurs expositions et temps forts sont consacrées à cette figure de la résistance. Après la marinière rayée, Arnaud Montebourg va-t-il se mettre au caleçon bleu-blanc-rouge? Le ministre du redressement productif a visité les locaux d'Éminence à Émargues cet après-midi. Le fabricant de sous-vêtements gardois fait partie de la trentaine de sociétés françaises qui a choisi de relocaliser une partie de sa production. Il y a un an, reportage Olivier Michel. C'est en 1944 qu'Éminence est né dans le Gard et c'est le slip kangourou qui a fait les beaux jours de cette société spécialisée dans les sous-vêtements masculins. Mais au début des années 80, le choix a été fait de délocaliser, notamment en Asie. Je crois que si on n'avait pas délocalisé, si on était resté en 100% Made in France, il est probable que l'entreprise n'existerait plus aujourd'hui. La plupart de nos concurrents ont délocalisé à 100%, donc on n'avait pas le choix. L'an passé, face à une baisse d'activité et afin d'éviter un chômage partiel en France, la société a décidé de relocaliser certaines de ses productions, soit environ 700 000 pièces, parmi lesquelles des t-shirts, des slips ou des boxers. En France, ce qu'il y a de plus, c'est l'expérience, le savoir-faire de nos salariés qui ont en moyenne 18 ans d'expérience ici. Quand en Asie, très souvent, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est des gens qui connaissent très très bien leur métier et qui sont beaucoup plus polyvalents que les salariés dans les usines délocalisées. Aujourd'hui, sur les 22 millions de pièces vendues, la moitié sont fabriquées en France. Une relocalisation qu'a tenu à saluer le ministre du redressement productif. C'est une société qui, vous savez, dans la mondialisation déloyale, où la Chine a infligé des dégâts considérables et l'Asie de manière générale sur les productions de textiles en Europe, c'est une entreprise qui est la dernière en France de fabricants de sous-vêtements masculin. Elle a résisté, elle s'est organisée et c'est une entreprise en pleine forme. Elle a relocalisé aussi des activités sur sa base industrielle historique qui est ici dans le Gard. Aujourd'hui, sur les 900 salariés de la société, 560 sont français et gardois. Une fierté que le ministre, déjà porteur de marinière, compte bien encourager. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà Arnaud Montebourg qui s'est ensuite rendu à la grande note dans les ateliers du fabricant de bateaux Made in France Outre-mer. Quel avenir pour le site montpelliérain de Sanofi? Demain, en comité central d'entreprise, la direction du groupe pharmaceutique présente son nouveau projet de restructuration pour la branche recherche et développement. Il y a quelques mois, la première version du plan avait été en partie retoquée par la Cour d'appel de Paris. Cette nouvelle version qui prévoirait notamment la suppression de 230 postes sur 1164 à Montpellier. Écoutez. Chaque collaborateur concerné par une suppression de poste à Montpellier se verra proposer une position dans un autre site de recherche du groupe. Mais le site de Montpellier restera une plateforme internationale de développement, c'est-à-dire très clairement que le site de Montpellier garde de la visibilité et restera un site important pour Sanofi avec une vocation de développement international. Voilà le patron de Sanofi qui était dans le Gard aujourd'hui pour signer une convention de revitalisation avec les collectivités territoriales. On y revient dans notre édition de demain. Peut-être la fin du feuilleton judiciaire à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation d'Éric Giraudier. L'ex-président de la Chambre consulaire entendait contester l'élection d'Henri Doué en février 2012. Un scrutin confirmé par la Cour d'appel de Marseille en novembre dernier. Le duel juridique devrait donc s'arrêter là, du moins jusqu'aux prochaines élections consulaires. Il faudra encore patienter avant de trouver de beaux fruits et légumes d'été à des prix raisonnables sur les étals des marchés de la région. Le printemps froid et pluvieux a retardé la production de 2 à 3 semaines. Du coup, les prix s'envolent, plus 17,5% en moyenne pour les fruits de saison par rapport à l'an dernier, selon l'INSEE. Reportage sur le marché à Montpellier, Coralie Pierre et Adrien Linière. En ce début de mois de juillet, les fruits et légumes de saison n'ont pas beaucoup vu les rayons du soleil et ne donnent pas entière satisfaction aux chalands.
Un retard de la production de plus de 3 semaines qui joue sur la qualité mais aussi sur les prix. J'ai pas envie de payer des choses 4 € le kilo, quoi. C'est énorme, énorme. Hein. Même s'il y a des conditions météo, mais je pense qu'il y a des abus, quoi. On est un petit peu en retard, notamment au niveau de la maturité. Par exemple, les abricots, on ne peut pas en acheter, ils ne sont pas du tout assez mûrs ou après ils sont abîmés. Et dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, les fruits n'ont pas été très très agréables à manger. Mais bon, après des fruits de saison comme les pêches, ça atteint des prix absolument exorbitants, quoi. Si on veut en plus de la qualité, il faut carrément mettre le double de ce qu'il y a dans les supermarchés. Les supermarchés, maintenant, ça devient complètement infect. Donc non seulement il y a une hausse des prix générale, mais en plus la qualité elle est en chute libre. Bon, voilà, c'est assez catastrophique. Avec le melon à 4 €, les pommes golden à plus d'1 € le kilo ou encore 16% d'augmentation pour les pêches jaunes de saison, les fruits et légumes augmentent de 10,2%. Les clients ne sont pas les seuls à pâtir de cette augmentation des prix. Les commerçants voient leur chiffre d'affaires en baisse. Au début, oui. Au début de la saison, il y avait une hausse. Parce qu'il n'y avait pas assez d'offres. Mais après, c'est bon, ça va, on y rattrape un petit peu. Du moment qu'il y a moins de quantité, c'est normal que les fruits recherchés soient plus chers. Oui, c'est normal, oui. Au niveau de la fréquentation, on a moins de clients parce qu'il fait moins beau et que les gens ont moins envie de fruits. C'est évident, c'est sûr, c'est normal. Que les consommateurs se rassurent, l'Observatoire des prix et des marges annonce comme chaque année une baisse des prix dans le courant de l'été. Du retard aussi dans les vignobles. La direction régionale de l'alimentation et de la forêt estime qu'il y a un décalage de 10 à 15 jours en Languedoc-Roussillon par rapport aux autres années. Le printemps humide pourrait aussi fragiliser les ceps de vigne et les rendre plus sensibles à certaines maladies. Mais si la vigne est épargnée, la récolte 2013 pourrait être supérieure à celle de 2012. Surtout le Languedoc-Roussillon, ce sont 13,5 millions d'hectolitres qui pourraient être récoltés. La 4e édition de Tous au restaurant, c'est après l'été, mise en bouche aujourd'hui au Jardin des Sens. L'établissement fait partie des restos ouverts à l'occasion de cette manifestation destinée à mieux faire connaître les métiers de la restauration. Écoutez. Au-delà de de l'offre promotionnelle de Tous au restaurant, c'est effectivement de pouvoir découvrir d'autres cuisines, de découvrir la cuisine des chefs et de découvrir un petit peu le plaisir de la table et de ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Avec 2 nouveautés cette année, un plat pour les enfants, pour les chefs qui souhaitent le faire le mercredi, et puis la possibilité de découvrir des animations dans chacun des restaurants, soit une dégustation de vin, soit peut-être pour certains chefs aller emmener leurs clients en coulisses, découvrir les cuisines, faire venir des producteurs pour découvrir aussi les produits. Donc découvrir un petit peu les produits des terroirs, les produits des régions et puis participer à cette grande fête nationale de la cuisine. À Tous au restaurant, c'est dans toute la France du 16 au 22 septembre prochain. La grande boucle sera de passage en Languedoc-Roussillon jeudi et vendredi. La 100e édition fera notamment étape à Montpellier. Et à cette occasion, la ville organise un certain nombre d'animations comme ces ateliers de vélo pédagogiques qui se tiendront toute la semaine sur le parvis de l'hôtel de ville. Une initiation aux 2 roues pour les grands et les petits. Écoutez. Nous, c'est un bon moment à passer avec les enfants. Comme vous le voyez, on développe un certain nombre d'exercices là, qui sont les compétences de base du cycliste en fait, dont les gens qui sont des vrais cyclistes n'ont pas forcément conscience, mais qui consistent à savoir effectivement piloter son vélo. Un vélo, ça se pilote. Après ou avant, il faut qu'il soit bien réglé, bien gonflé, réglé, adapté à sa taille, etc. Mais un vélo, ça se pilote en indiquant sa direction, sachant tourner à droite, à gauche, en tournant, en freinant au bon endroit, etc. Younes Belhanda quitte le MHSC. Le footballeur montpelliérain, élu l'an dernier meilleur espoir de Ligue 1, a été présenté hier au Dynamo de Kiev à l'occasion d'un match amical en Ukraine. Et ce matin, c'est le départ de l'Argentin Marco Estrada qui a été rendu officiel. En basket féminin, les braqueuses doivent se contenter du titre de vice-championne d'Europe après un parcours impressionnant dans la compétition. Elles ont cédé hier après-midi face à l'Espagne. Une défaite d'1 point. 70 à 69 à Orchies. Pour la meneuse de jeu du BLMA, Edwige Losonvad, c'était le dernier match de la carrière. Écoutez. Je le vis difficilement, j'aurais vraiment voulu gagner. Toutes les joueuses auraient voulu gagner, on est très déçus. Vous nous avez vu pleurer, c'est vrai que c'est des moments très durs à vivre, mais en même temps, il y a beaucoup de choses positives auxquelles
on doit penser, on doit relativiser. On a joué une finale, c'est ce qu'on voulait, offrir une finale à la France. Moi, je suis très contente de ma carrière. Si on m'avait dit quand je débutais que j'aurais cette carrière, j'aurais eu du mal à le croire. Donc aujourd'hui, je m'arrête contente et épanouie de la carrière que j'ai eue, même s'il y a la déception de la finale perdue. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment très très satisfaite. Edwige Lawson-Wade qui devient vice-présidente de la Ligue féminine de basket. De la course à pied en fauteuil, c'est le pari de la famille Caro et de l'association Courir avec Sarah qui organise depuis 5 ans des courses auxquelles leur petite fille handicapée peut participer. C'est dans le cadre idyllique du Pont du Gard que l'événement s'est déroulé ce dimanche. Un loisir pour la petite fille et pour les parents, la possibilité de financer de nouveaux équipements. Écoutez. L'association a été créée justement pour pouvoir récolter des fonds, pour acheter le matériel, pour acheter ce fauteuil qui nous sert pour courir, sachant qu'après on a pas mal de sponsors qui nous ont beaucoup aidés. La coque dans laquelle elle court aujourd'hui nous a été offerte par un des sponsors. Et ensuite nous, dans le but aussi, c'est de pouvoir en acheter éventuellement un autre bientôt, parce qu'on voudrait quand même ouvrir l'association à d'autres enfants. Qui était réellement Jean Moulin? 70 ans après sa mort, on ne connaît du Biterrois que son engagement dans la résistance. Mais celui que l'on surnommait Romanin a eu plusieurs vies avant le Conseil national de la résistance. Jusqu'au 31 octobre, la ville de Béziers lui rend hommage à travers plusieurs manifestations, dont 2 expositions. Un véritable parcours à travers sa ville natale. Mouadelia Kabi et Olivier Roiran. 70 ans après sa mort, le regard est toujours aussi vif et nous invite à nous plonger dans son histoire. Dans sa maison natale, 20 panneaux sont exposés pour retracer son parcours. La naissance à Béziers, les années de collège, les années de préfecture, sous-préfecture, préfet, etc. Et ensuite, évidemment, l'œuvre de Jean Moulin, d'unificateur de la résistance, jusqu'à, bien sûr, sa mort et aussi l'entrée au Panthéon. Un parcours justement qui nous mènera à travers la ville et les endroits que le résistant a fréquentés jusqu'à nous mener à l'espace Riquet où une autre exposition lui est consacrée avec des photos rares. Béziers rend hommage à l'un de ses plus illustres citoyens. C'est un ancien résistant qui le dit, il s'appelle Denis Pons, parlant de Jean Moulin, disant « il était de Béziers, du midi de la France, de ce vieux Languedoc ». Jaloux et fier de soi, rendons cet hommage à sa grande vaillance et pardonnez ma fierté, il était de chez moi. Un parcours plus large est également proposé via une application pour smartphone. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.